Salut à tous. Aujourd'hui, on regarde 3 confessions Reddit les plus glaçantes. Vous allez avoir des frissons. Mettez un like et abonnez-vous si vous voulez plus. On y va. Et si ces histoires te happent, rejoins le Lost Footage Club, notre communauté privée où les membres partagent leurs propres trouvailles dérangeantes. Le lien est dans la description. Ma tante m'a légué un congélateur qui ne doit jamais être débranché. Je viens de comprendre pourquoi. Publié il y a 3 jours sur le forum NoSleep par une utilisatrice qui s'appelle Manon. Je m'appelle Manon, j'ai 25 ans, je suis hygiéniste dentaire à Clermont-Ferrand et je vis encore dans l'appartement de ma mère. Je précise tout ça parce que ma vie, jusqu'au mois dernier, tenait sur une seule page. Boulot, métro, dîner avec maman, série, dodo. Rien à raconter. Et puis ma tante est morte, la sœur cadette de ma mère. Elle portait quasiment le même prénom. Ma mère, c'est Léa, ma tante, c'était Léane, et toute mon enfance, je les ai confondues au téléphone. Sauf qu'on ne la voyait jamais. Elle vivait seule dans une vieille ferme en Lozère, sur le Causse, sans voisins à moins de 3 km. On l'a retrouvée dans sa cuisine, crise cardiaque, après 4 jours. C'est le facteur qui a donné l'alerte. Le notaire m'a convoqué la semaine suivante. Pas ma mère, moi. Et là, première bizarrerie, j'hérite de la ferme. Pas mon cousin Bastien, le fils de ma tante, qui pourtant existe, qui pourtant a 40 ans. Moi. Avec une seule clause, écrite noir sur blanc dans le testament. Je cite presque mot pour mot, « La bénéficiaire s'engage à maintenir sous tension, de manière permanente et ininterrompue, le congélateur coffre situé au sous-sol de la propriété. En cas de coupure du réseau, un groupe électrogène de secours, déjà raccordé, prendra le relais. 10 bidons d'essence de 20 litres sont entreposés dans la remise à cet effet et devront être renouvelés. Si la clause n'est pas respectée, la maison revient à une association que je n'avais jamais entendu nommer. J'ai ri nerveusement chez le notaire. Lui non. Il a juste poussé les papiers vers moi en évitant mon regard. J'ai signé, parce que franchement, garder un vieux congélateur branché, c'est 3 € d'électricité par mois. On ne va pas en faire un drame. Le soir, j'ai parlé du testament à ma mère. Elle épluchait des pommes de terre. Elle n'a pas levé les yeux. Elle a dit « Ah !» et elle a continué à éplucher. J'ai insisté sur la clause du congélateur en pensant qu'elle allait rire avec moi. Elle a juste serré la mâchoire et m'a demandé si je voulais des oignons dans la purée. Toute la soirée, elle n'a pas reparlé de sa sœur. Pas une fois, pas une photo sortie, pas un souvenir, pas une larme. Sa propre sœur venait de mourir et c'était comme si je lui avais annoncé une augmentation du prix du gaz. Le lendemain, le notaire m'a rappelé. Il avait, disait-il, oublié de me remettre quelque chose. Je suis repassé à son cabinet. Il m'a tendu une enveloppe Kraft fermée à la cire, mon prénom dessus, écrit à la main par ma tante. Dedans, m'a-t-il précisé, il y avait une lettre manuscrite d'1 page. Et il y avait aussi, agrafée sur l'enveloppe, une consigne écrite par ma tante elle-même, à son intention à lui. Une seule phrase, que le notaire m'a lue à voix haute avant de me laisser partir. « Ne l'ouvre pas, et ne demande jamais à ta mère ce qu'il y a dedans. » L'enveloppe est sur sa table de chevet depuis 3 jours. Elle n'y a pas touché. Le week-end suivant, elle a pris la voiture. Seule. 3h30 de route depuis Clermont, dont la dernière sur des départementales où je n'ai croisé que 2 tracteurs. La ferme est au bout d'un chemin de terre, posé sur un plateau venteux, entouré de murets en pierre sèche. La maison voisine la plus proche est à environ 3 km, et elle est en ruine. J'ai compris en arrivant pourquoi ma tante n'avait jamais reçu de visite spontanée. La clé tournait mal dans la serrure. Tout sentait le renfermé et la cire froide. J'ai fait le tour des pièces du rez-de-chaussée comme on visite un musée. Une bouilloire encore à moitié pleine, un mug avec un fond de café, une chaise renversée que personne n'avait redressée. Sa vie arrêtée net. Et puis la porte du sous-sol. Une vraie porte de cave, bois épais, 2 verrous. J'ai descendu 12 marches en béton. L'air est devenu plus froid, plus sec. Au fond, contre le mur du fond, le congélateur. Un vieux modèle coffre, blanc devenu jaune, des années 80 à vue de nez. Il ronronnait. Le couvercle était couvert d'une couche de givre épaisse de 2 ou 3 cm, comme s'il n'avait pas été ouvert depuis des années. Et au milieu du couvercle, un cadenas. Pas un petit cadenas de cave, un cadenas de chantier, énorme, à anse trempée, avec des traces d'huile fraîche sur le mécanisme.
Quelqu'un entretenait. Récemment. À côté, le groupe électrogène, propre, sous bâche, raccordé proprement au tableau. J'ai testé. Une seule tirette, démarrage au quart de tour, voyant vert. Comme s'il avait servi le mois dernier. Ma tante avait 62 ans et marchait avec une canne, on me l'avait dit. Pas elle qui entretenait ce moteur. Je suis remonté, et là, dans la cuisine, j'ai vraiment regardé le calendrier accroché près du frigo. Janvier, février, mars de cette année. Les petites annotations au stylo bleu. Facture EDF prélevée, bidon à compléter, vidange groupe avant l'hiver. L'écriture, je la connais par cœur. C'est celle qui me laisse encore des mots sur la table de la cuisine le matin. C'est l'écriture de ma mère. J'ai appelé maman dans la foulée en essayant de garder une voix normale. Je lui ai demandé si elle venait parfois aider sa sœur. Long silence. Puis elle a dit, trop vite, qu'elle n'avait pas mis les pieds là-bas depuis plus de 20 ans. Elle a tout de suite enchaîné sur la météo, sur le fait que je devais rentrer avant la nuit, que les routes étaient mauvaises, qu'elle ne dormirait pas tant que je ne serais pas à l'appartement. Elle a raccroché la première. J'ai dormi à l'étage, dans une chambre qui n'avait pas servi depuis longtemps. Vers 3 heures du matin, le congélateur s'est remis en cycle. Je l'ai entendu à travers 2 plafonds. Un grondement bas, long, qui ne ressemblait pas à un moteur de frigo normal. Plutôt à quelque chose qui se remettait en marche à contre-cœur. Je n'ai pas ouvert le cadenas, je n'ai même pas touché le couvercle. Mais avant de remonter, j'ai pris 3 photos très nettes du cadenas, sous 3 angles différents. Au cas où. Au cas où quoi exactement? Elle n'aurait pas su le dire. De retour à Clermont, elle a posé les clés sur la table de l'entrée. Sa mère est passée devant. Ma mère s'est arrêtée net. Elle a fixé le trousseau comme si je venais d'y déposer un rat crevé. 3 secondes, peut-être 4. Puis elle s'est tournée vers moi, et là, j'ai vu sa peau passer du rose au blanc cassé en temps réel. Je n'avais jamais vu personne pâlir aussi vite ailleurs que dans les films. Elle a demandé, d'une voix qu'elle voulait neutre, « Tu es descendu au sous-sol » Pas une question, une affirmation. J'ai menti. J'ai dit que non, que j'avais fait le tour du rez-de-chaussée et que j'étais ressorti parce que ça sentait trop le renfermer. J'ai même rajouté que j'avais peur des araignées dans les caves. Elle m'a regardé encore un moment, puis elle a hoché la tête, lentement, et elle est partie ranger les clés dans le tiroir du buffet. Pas le porte-clés de l'entrée, où vont tous les autres trousseaux de la maison. Le tiroir du buffet qui ferme à clé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à mon cousin Bastien, le fils de ma tante. 40 ans, vie à Mende, on s'envoie un message à chaque anniversaire et c'est à peu près tout. Mais c'est le seul qui ait connu sa mère mieux que moi. Je lui ai écrit le lendemain. Un message banal au début, condoléances en retard, comment tu vas? Puis je suis venu sur sa mère. Je lui ai demandé ce qu'il se rappelait d'elle quand il était petit, s'il venait souvent à la ferme, s'il y avait des trucs au sous-sol. J'ai essayé de faire ça, mine de rien. Il a mis 4 heures à répondre. Sa réponse faisait 2 lignes. On peut s'appeler ce soir? Je l'ai appelé à 22 heures, dans ma chambre, porte fermée. Il a décroché tout de suite. Voix basse, comme s'il y avait quelqu'un à côté de lui. Je lui ai reposé mes questions. Il a tourné autour pendant 5 bonnes minutes. Il ne se souvenait pas bien, il était petit à l'époque, il ne voulait pas remuer ça. Et puis, après un long silence, il a soufflé. « Manon, tu as vu le congélateur? C'est ça. » J'ai senti mes doigts se refroidir d'un coup autour du téléphone. Je n'ai même pas pu mentir. J'ai juste dit oui. Il a laissé passer encore un silence. Puis il m'a dit qu'il ne pouvait pas en parler au téléphone, pas chez lui, pas avec sa femme dans la pièce d'à côté, qu'il fallait qu'on se voie, en face, qu'il prendrait sa journée samedi prochain, qu'on se retrouverait dans un café à Mende, au calme. Avant de rapprocher, il a ajouté une dernière chose, très vite, comme s'il voulait s'en débarrasser. Surtout, n'en parle pas à ta mère, pas un mot. Lozère-Védimer, un commentaire populaire, dit « J'ai grandi en Lozère. Les fermes isolées comme ça, on y enterrait beaucoup de choses dans les années 90. Demande à voir le registre d'état civil de ta tante avant tout. » Rationaliste a commenté « Pose la question franchement à ta mère et observe sa réaction. » Et la réponse à cela était « C'est exactement ce que j'ai fait hier soir. J'ai mentionné le congélateur en passant, en débarrassant la table. Ma mère a posé son verre,
m'a regardé 3 secondes sans cligner et m'a dit « Tu n'as pas à t'occuper de ça, j'envoie quelqu'un demain. » Elle n'a jamais mis les pieds dans cette ferme de toute ma vie. Comment elle sait où est le sous-sol ? 6 jours plus tard, Manon est revenue poster sur le fil. Bastien a parlé, je ne rentre plus chez moi. J'écris ça depuis une chambre d'hôtel à Mende. Je n'ai pas pris la route du retour. Je ne sais pas si je la prendrai un jour. J'ai retrouvé Bastien samedi matin dans un café près de la cathédrale. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que sur la dernière photo que j'avais de lui. Il a commandé un café qu'il n'a pas bu. Il a attendu que la serveuse soit loin et il a commencé sans me regarder. Il m'a demandé d'abord ce que je savais exactement. Je lui ai tout raconté. Le testament, la clause, la ferme, le cadenas, le calendrier avec l'écriture de ma mère, la lettre cachetée que je n'ai toujours pas ouverte. Il hochait la tête à chaque détail, comme quelqu'un qui coche une liste qu'il connaît déjà. Puis il a dit « Manon, ma mère est morte en 1995. » J'ai cru avoir mal entendu, je lui ai demandé de répéter. Il l'a répété. Sa mère, ma tante, a disparu l'été de mes 2 mois. Pas malade, pas vieille, pas seule dans une ferme. Disparue. Plainte jamais déposée. Bastien avait 10 ans. On lui a dit qu'elle était partie refaire sa vie ailleurs. Il a fini par y croire, pendant 30 ans. La femme qui a vécu dans cette ferme jusqu'au mois dernier, celle qu'on a enterrée, celle dont j'ai signé le testament chez le notaire, ce n'était pas elle. Et selon Bastien, ce n'était personne. Aucune existence administrative depuis cette année-là. Pas de carte d'identité renouvelée, pas de sécurité sociale, pas d'avis d'imposition. Quelqu'un payait l'EDF et la taxe foncière en espèces ou par virement d'un compte au nom de ma tante, un compte qui n'aurait jamais dû rester ouvert. Le testament, la signature, la lettre manuscrite que j'ai dans mon sac, l'écriture sur le calendrier de la cuisine. Tout, c'est ma mère. Bastien en est certain. Il a reconnu la boucle des G dès qu'il a vu une photo que je lui ai montrée. Je lui ai demandé, la gorge serrée, ce qu'il y avait dans le congélateur. Il a posé sa tasse, il a regardé par la fenêtre. Il m'a dit « Je ne sais pas exactement, mais ma mère a disparu cet été-là, et 3 mois après, la ferme a été donnée à une sœur dont personne, à part la tienne, n'a jamais entendu parler. Toi, tu fais le calcul. » J'ai vomi dans les toilettes du café. Je n'ai pas pris la voiture. J'ai pris une chambre. J'ai éteint mon téléphone. Ma mère a appelé 11 fois en 2 heures. Je ne décrocherai pas. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je n'irai pas voir les gendarmes ce soir. J'ai trop peur de me tromper. Mais je ne rentre plus dans cet appartement. Pas avec elle. La lettre cachetée est toujours dans mon sac. Je crois que je vais la brûler sans l'ouvrir. Un commentaire populaire dit « Surtout ne l'ouvre pas avant d'avoir parlé à un notaire et à un avocat pénaliste. Si c'est ce que je pense, tu deviens complice rien qu'en sachant. » Un utilisateur nommé Claire Du a écrit « Le coût du groupe électrogène déjà raccordé avec 10 bidons d'essence, c'est pas une précaution, c'est une obsession. » Quelqu'un dans les réponses a ajouté « Exact, et 10 bidons, ça représente environ 3 semaines d'autonomie en continu. » Quelqu'un a calculé le temps qu'il faudrait à un proche pour faire le trajet jusqu'à la ferme en cas de coupure prolongée. Cette personne n'habitait pas loin. Manon, vérifie qui a livré l'essence et quand. 3 semaines plus tard, Manon a posté un dernier message. Pas une révélation, une décision. Je n'ai pas appelé des gendarmes. Je sais ce que vous allez dire. Je l'ai lu 100 fois dans vos commentaires et je me le suis dit moi-même tous les soirs depuis 3 semaines. Mais je n'arrive pas. Pas encore. Peut-être jamais. Si j'ouvre cette porte, je perds ma mère. Pas seulement parce qu'elle ira en prison, parce que je devrais accepter dans ma tête qui elle est. Et je ne suis pas prête. Je suis lâche, voilà. Mettez ça dans la balance quand vous me jugerez. Alors j'ai fait autre chose. J'ai loué un petit studio à l'autre bout de Clermont, près de mon cabinet. J'ai dit à ma mère que c'était plus simple pour le travail, que les trajets me crevaient. Elle a hoché la tête trop vite. Elle savait. On savait toutes les deux. J'ai mis en place le prélèvement automatique de l'électricité sur la ferme, sur mon compte à moi. J'ai trouvé un service de livraison de carburant qui dessert la Lozère. Ils passeront tous les trimestres remettre les bidons à niveau. J'ai même payé un voisin agriculteur pour qu'il vérifie le voyant vert du groupe une fois par mois. Il ne descend pas au sous-sol. Personne ne descend. Je n'ai pas ouvert le cadenas. Je n'ai pas ouvert la lettre cachetée non plus. Je l'ai mise dans le coffre d'une banque, sous mon nom. Si un jour il m'arrive quelque chose,
Mon notaire a pour consigne de la remettre à Bastien, pas à ma mère. Je continue à aller déjeuner chez elle le dimanche. Elle fait le rôti, je débarrasse, on parle de tout sauf de ça. Je n'arrive plus à la regarder dans les yeux. Elle non plus, je crois. On se croise au-dessus de la table comme deux étrangères qui partagent d'un secret qu'aucune des deux n'a envie de nommer. La nuit, même ici, dans mon studio, à des centaines de kilomètres de la Lozère, j'entends le congélateur. Ce n'est pas dans mes oreilles, c'est plus bas, dans la poitrine. Ce ronflement bas, long, à contre-cœur. Tant qu'il tourne, je n'ai rien à décider. Tant qu'il tourne, je peux faire semblant. Je paierai cette facture toute ma vie s'il le faut. Un utilisateur nommé Nuit Blanche a écrit « La phrase « Ne demande jamais à ta mère » m'a glacé. Ta tante protégeait quelqu'un, et ce quelqu'un dort sous ton toit. » Un commentaire faisait remarquer « Manon, je comprends ta douleur, mais quelqu'un attend qu'on vienne le chercher depuis 30 ans. Pas ta mère, la personne dans le congélateur. Réfléchis-y avant le prochain dimanche. » On enchaîne sur l'histoire suivante. Le notaire de ma famille débarque toujours la veille d'un décès, et hier soir, il a sonné chez moi. Certaines familles ont des secrets, la sienne a un horaire. Je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans, et je suis assistante vétérinaire dans une petite clinique de banlieue. Je vis seule dans un studio en sous-sol, avec mon chien et mon chat pour seule compagnie. Pas de coloc, pas de copains, pas de famille qui passe à l'improviste. C'est exactement comme ça que je voulais ma vie depuis que j'ai coupé les ponts, il y a 2 ans. Il faut que je vous parle de Cyprien. C'est le grand-oncle de mon père, le notaire de famille depuis toujours. Aussi loin que remontent mes souvenirs, il a toujours eu l'air d'avoir le même âge. Vieux, sec, avec un long manteau noir qui ne sent rien, ni tabac, ni eau de Cologne, ni rien du tout. Et dans ma famille, il y a une règle que personne n'énonce à voix haute. Quand Cyprien vient te voir chez toi sans prévenir, tu meurs le lendemain. C'est arrivé pour ma grand-mère, pour un oncle que j'aimais beaucoup, pour ma mère quand j'avais 14 ans. À chaque fois, on l'a vu sonner la veille, rester 10 minutes, repartir. Et le lendemain matin, le téléphone sonnait. Ma tante Margot change de sujet si on prononce son nom. Mon cousin Maxime fait semblant de ne pas comprendre la question. Personne n'en parle. C'est comme ça. Hier soir, vers 22h, on a sonné à ma porte. Mon studio est en sous-sol, dans une rue où personne ne descend par hasard. Je n'ai jamais donné cette adresse à un seul membre de ma famille. J'ai ouvert. C'était lui. Même manteau, même main tachée, même calme. Il m'a tendu une enveloppe en cuir brun, fermée par un fil. Il a dit, d'une voix très douce, « Je suis désolé de venir si tôt cette fois. » Et il n'a pas regardé mon visage. Il a regardé mon ventre. Je n'ai pas répondu. Je crois que je n'ai même pas respiré. L'enveloppe est posée sur ma table depuis. Je ne l'ai pas ouverte. Et depuis ce matin, quelque chose dans mon corps ne va pas. Si tôt cette fois. Si tôt par rapport à quoi? Une porte qu'on referme ne ferme jamais ce qu'on croit. J'ai refermé la porte avec les 2 mains, comme on retient quelque chose qui pousse de l'autre côté. Mais il n'y avait plus rien à retenir. Quand j'ai collé mon œil au Judas, l'escalier de béton était déjà vide. Pas un bruit de pas, pas d'ombre qui remonte vers la rue. Mon studio est à 6 marches sous le trottoir. 6 marches, ça prend du temps à monter, surtout pour un homme de cet âge. Il n'a pas pris ce temps. Je suis resté debout dans l'entrée, l'enveloppe en cuir brun pendue au bout des doigts, comme si elle pesait 3 kilos. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, bien au milieu, loin des bords, comme on pose quelque chose qui pourrait tomber tout seul. Je ne l'ai pas ouverte. Je crois que je n'ai même pas voulu m'asseoir à côté. Et tout m'est revenu d'un coup. La veille de la mort de ma grand-mère, j'avais 11 ans, j'étais chez elle, Cyprien avait sonné au portail à la nuit tombée. Elle l'avait reçu dans le salon, sans m'expliquer, et le lendemain à l'aube, ma mère pleurait au téléphone. Pareil pour mon oncle Bertrand, 2 ans plus tard. Cyprien dans l'entrée, manteau noir, 10 minutes, reparti. Enterrement la semaine suivante. C'est mon chien qui m'a sorti de là. Il s'est mis à grogner vers la porte, le poil hérissé, un grognement bas que je ne lui connais pas. Puis il s'est tourné lentement vers moi et il a continué de grogner.
vers moi. Mes jambes ont lâché, je me suis assise par terre contre le frigo. J'ai appelé ma tante Margot. C'est la seule à qui je parle encore, une fois par an, à Noël, du bout des lèvres. Elle a décroché tout de suite, ce qui ne lui ressemble pas. J'ai dit son nom, le mien, puis j'ai dit « Cyprien est venu chez moi ». Il y a eu un silence très court, un souffle qui se coupe, et la ligne a raccroché. J'ai rappelé. Boîte vocale. 3 fois. Boîte vocale. Personne dans cette famille ne sait où j'habite. J'ai changé de ville il y a 2 ans, j'ai changé de numéro, j'ai bloqué tout le monde sauf Margot. Mon bail est au nom d'une amie pour des raisons compliquées. Mon nom n'est pas sur la sonnette, juste un numéro d'appartement. La première nausée est arrivée vers minuit. Un goût de pile sous la langue. Une sueur froide dans le creux du dos, alors que le chauffage tourne à fond. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain et j'ai eu l'impression, une seconde, que mon reflet mettait un demi-temps de trop à bouger. Comment a-t-il trouvé une adresse qu'aucun être vivant ne connaissait ? Il y a des enveloppes qu'on n'ouvre pas par curiosité, mais parce qu'on ne tient plus. Je n'ai pas dormi. Pas une minute. Mon chien est resté collé à la porte d'entrée, raide, les oreilles basses, jusqu'à 4 heures du matin où il s'est couché dans la salle de bain le plus loin possible de moi. Mon chat n'a pas voulu monter sur le lit. Quand j'ai tendu la main vers lui, il a sauté en arrière comme si j'allais le brûler. Ce chat dort sur mon ventre depuis qu'il a 6 semaines. Vers 5 heures, j'ai craqué. Je suis allé à la table de la cuisine et j'ai ouvert l'enveloppe en cuir. Le fil était simple, juste enroulé. À l'intérieur, une seule feuille, pliée en 4. Du papier épais, jauni sur les bords, avec ce grain un peu rêche des vieux actes notariés. 3 lignes manuscrites. Mon nom complet, en entier, avec mon 2e prénom que je n'utilise jamais. Ma date de naissance, exacte, jusqu'au jour. Et en dessous, une 3e ligne, préimprimée. Date de décès, suivie d'un grand vide. Sauf que le vide n'était pas vide partout. À droite de la ligne, là où on inscrirait le jour, il y avait une petite tache d'encre noire, brillante, encore humide. J'ai posé le doigt à côté, doucement. La goutte a légèrement étalé. Une encre fraîche, sur une feuille qui a manifestement 100 ans. À 7 heures, j'ai eu mon rendez-vous habituel chez le médecin pour un suivi de routine. Je travaille à la clinique vétérinaire de la rue d'à côté. Entre collègues, on se fait parfois des prises de sang en douce, c'est plus rapide et la machine est calibrée pour les mammifères de notre taille. Avant le rendez-vous, j'ai demandé à Samy de me piquer. 3 tubes. Il a regardé le premier en remplissant et il a fait une drôle de tête. Il n'a rien dit, il a juste mis une 2e étiquette dessus. Mon corps n'est pas le mien ce matin. J'ai un goût de cuivre sous la langue qui ne part pas, même après avoir bu 1 litre d'eau. Quand je me lève trop vite, le mur penche pendant 3 secondes. Et je sens, à un endroit précis sous mes côtes, une chaleur qui n'a pas de raison d'être là. Comme si on avait posé une main tiède contre l'intérieur de ma peau. Le médecin a regardé mes résultats à 10 heures. Il a relu. Il a appelé un collègue. Ils ont parlé à voix basse dans le couloir. Quand il est revenu, il m'a demandé si je voulais bien refaire un prélèvement dans un vrai laboratoire cet après-midi. J'ai dit oui. Je poste ça depuis la salle d'attente. Les commentaires sont arrivés vite. Trop vite pour une histoire que personne n'était censé croire. Un commentaire populaire dit « Attends, tu dis que personne dans la famille n'en parle ? Ça veut dire que ta mère, tes tantes, tout le monde sait et a juste laissé faire ?» Un utilisateur nommé TRTRWE a écrit « L'encre encore humide sur une date laissée en blanc, c'est pas un avertissement, c'est une signature en attente. Ne signe rien, ne touche plus à cette enveloppe à main nue. » L'un d'eux, Kev Littard, a dit « Tu as dit qu'il ne t'a jamais demandé ton adresse. Demande-toi qui dans ta famille la lui a donnée. C'est par là que ça commence. » La réaction fut « J'ai appelé ma tante Margot ce matin pour exactement cette raison. Elle a pleuré avant même que je finisse ma phrase. Elle m'a juste dit « Ne lui ouvre plus, Chloé, peu importe ce qu'il dit. » Puis elle a raccroché.
Je n'ai jamais entendu Margot pleurer de ma vie. En fin d'après-midi, Chloé est revenue avec une mise à jour que personne ne voulait lire. J'ai retrouvé l'enveloppe de ma mère. Je rentre du laboratoire de ville. Le médecin m'a rappelé pendant que j'étais dans le métro. Il avait sa voix de quand il ne sait pas quoi faire. Il m'a dit qu'il y a une anomalie cellulaire dans mon sang, qu'il préfère ne pas la nommer parce qu'il n'a, je le cite, jamais vu ce profil dans aucune base, ni humaine, ni en littérature. Il veut que j'aille en hématologie demain matin. Il a dit demain matin 3 fois. Je suis rentré au studio. La première chose que j'ai vue en posant mes clés, c'est l'enveloppe en cuir, toujours au milieu de la table. Sauf que ce matin, la goutte d'encre faisait la taille d'une lentille. Là, en rentrant, la tache s'étalait sur 2 bons centimètres, brillante, fraîche, comme si quelqu'un venait de poser la plume et de quitter la pièce. Personne n'est entré. Le verrou était mis, la chaîne aussi. J'ai paniqué. J'ai pensé à ma mère. Quand elle est morte, j'avais 14 ans, et on m'a donné une boîte en carton avec ses affaires importantes, partez, photos, son alliance. Je ne l'ai jamais vraiment vidée. Elle est restée sous mon lit pendant 11 ans, à chaque déménagement. Je l'ai sortie. J'ai tout étalé par terre. Acte de naissance, contrat de travail, un carnet de recettes, des photos de moi bébé. Au fond, sous une enveloppe Kraft de la banque, il y avait quelque chose de plus rigide. Du cuir brun, le même grain, le même fil enroulé, le même petit motif en relief sur le rabat que je n'avais jamais remarqué enfant et que je n'avais aucune raison de remarquer. À l'intérieur, une feuille jaunie, pliée en 4. Le nom complet de ma mère, sa date de naissance et la ligne « date de décès », suivie cette fois d'une date écrite à l'encre noire, sèche depuis longtemps. Le 14 mars 2014. C'est le jour où elle est morte. Pas le lendemain, pas la veille, le jour exact. Elle avait gardé son enveloppe. Elle savait. Elle n'a rien dit à personne, et surtout pas à moi. Et les commentaires, eux, ont commencé à reconnaître des choses. Petite Pluie a commenté « Ma grand-mère avait un cousin comme ça en Bretagne. Il venait avec une mallette. On l'appelait l'annonceur. Je pensais que c'était une blague de famille. » Quelqu'un dans les réponses a ajouté « Le détail du ventre me glace. Il savait avant toi que quelque chose poussait à l'intérieur. » Quelqu'un dans les réponses a ajouté « Exactement ça. Et si le médecin n'arrive pas à nommer ce qu'il voit dans le sang, ça veut dire que ce n'est pas dans les bases de données qu'il connaît. Chloé, fais-toi hospitaliser, pas juste analyser, s'il te plaît. » Le dernier message de Chloé est arrivé tard dans la nuit, plus court que les autres. Je n'ai pas rouvert l'enveloppe. La mienne, je veux dire. Celle de ma mère, je l'ai remise dans sa boîte, sous le lit, comme si la remettre où je l'avais trouvée pouvait remettre les choses dans leur ordre. Je dors avec toutes les lampes allumées, le plafonnier, la lampe de chevet, la veilleuse du couloir, même l'ampoule de la salle de bain. Mon chien refuse d'entrer dans la pièce où je suis. Quand je passe au salon, il se lève et va dans la cuisine. Quand je vais dans la cuisine, il retourne au salon. Mon chat a disparu derrière le canapé. Je l'entends respirer, mais il ne sort plus. Ce matin, en me brossant les dents, j'ai recraché quelque chose dans le lavabo. Ce n'était pas du sang. C'était plus sombre, plus épais, presque noir, avec un grain dedans. La même couleur exactement que l'encre fraîche sur l'enveloppe. Je l'ai regardé partir dans le siphon et je n'ai pas eu la force de m'agenouiller pour le récupérer. J'ai essayé d'appeler Cyprien, le numéro que ma tante Margot m'a fini par envoyer par message, sans un mot autour. Ça sonne dans le vide. Pas de répondeur, juste la sonnerie qui continue, comme s'il y avait quelqu'un quelque part qui décidait de ne pas décrocher. Je suis retourné à la table, toute à elle est toujours blanche, toujours vide. L'encre humide est sèche maintenant, c'est juste une petite tache noire à côté, prête à servir. Demain matin, hématologie à 8h. Je posterai dès que je sors, si je sors. Merci à ceux qui m'ont écrit en privé. Margot ne répond plus, mon cousin Maxime non plus. Je crois que je comprends pourquoi maintenant, personne n'en parle dans la famille. On ne parle pas de ce qu'on n'a pas le droit d'annuler, un commentaire faisait remarquer. Assistante veto aussi, si ton chien refuse de t'approcher, écoute-le. Ils sentent les changements hormonaux et nécrotiques bien avant nos analyses. Un commentaire faisait remarquer. L'encre attend Chloé. Elle attend une main, pas forcément la tienne. Un commentaire populaire dit « Donne des nouvelles dans 24 heures, s'il te plaît, n'importe lesquelles. »
Un utilisateur nommé Petite Pluie a écrit « Je n'écris jamais ce genre de message, mais la mienne est arrivée ce matin, en cuir brun, même fil. » On passe à la dernière histoire de la sélection. Moi, 24 ans, je suis infirmier, et l'État vient de m'envoyer une pension de veuvage pour une femme que je n'ai jamais épousée. Il y a des matins où la fatigue vous protège encore un peu de ce qui vous attend dans la boîte aux lettres. Je m'appelle Romain, j'ai 24 ans, et je suis infirmier de nuit dans une clinique au sud de Reims. Je vis chez ma mère, dans une petite maison de banlieue, rue calme, voisins discrets, le genre d'endroit où la seule chose qui bouge à 6 h du matin, c'est le camion du boulanger. Ma garde s'était terminée vers 7 h. 12 heures debout, 2 arrêts cardiaques, un patient qui m'a craché dessus. J'avais une seule idée, une douche, un café, mon lit. Ma mère était partie la veille au soir chez sa sœur à Troyes. Elle m'avait laissé un mot sur le frigo avec un cœur dessiné au feutre rouge, comme quand j'avais 12 ans. Je me suis garé devant la maison. J'ai cherché mes clés dans la poche de ma blouse, je ne les avais pas. Pas grave, on a toujours laissé une clé de secours sous le paillasson. Je sais que c'est idiot, ma mère a refusé 100 fois de la déplacer. Je me suis baissé, j'ai soulevé le tapis. La clé était tiède. Pas froide comme un bout de métal qui aurait passé la nuit dehors sous 3 degrés. Tiède, comme si quelqu'un l'avait tenue dans sa main quelques minutes avant moi. J'ai regardé autour, la rue était vide. J'ai ouvert, j'ai fait le tour, rien ne manquait, rien n'était déplacé. Je me suis dit que j'inventais des choses, que la fatigue jouait. En ressortant fermer la grille, j'ai ouvert la boîte aux lettres par réflexe. Une enveloppe blanche, en tête CARSAT, à mon nom. Dedans, un courrier officiel m'informant de l'attribution d'une pension de réversion suite au décès de mon épouse, Capucine, née quelque part que je ne connais pas, mariée à moi il y a 2 ans, dans une mairie où je n'ai jamais mis les pieds. Je n'ai jamais été marié. Je n'ai jamais connu de Capucine. Et pourtant, quelque part dans un fichier de l'État, il était veuf depuis 6 mois. Quand l'administration sait des choses sur vous que vous-même ignorez, le sol commence à se dérober. J'ai relu le courrier au moins 10 fois assis à la table de la cuisine, le café froid devant moi. Mon nom, ma date de naissance, mon adresse, mon numéro de sécurité sociale, tout était exact. Seul le reste était faux. Épouse, mariage, décès. J'ai fini par m'endormir tout habillé, la lettre encore dans la main. Le lendemain à 14 h, j'ai appelé la CARSAT. 20 minutes d'attente, une musique épouvantable, puis une dame très polie qui a tapé mon numéro. Elle a marqué un silence un peu trop long avant de me dire que oui, le dossier existait, complet, validé, avec un acte de mariage scanné et un acte de décès également. Elle m'a même dit le nom du notaire. J'ai senti ma bouche devenir sèche. Je lui ai répondu que je n'avais jamais été marié de ma vie. Elle a hésité, puis m'a conseillé de me déplacer en mairie avec une pièce d'identité. J'ai appelé ma mère dans la foulée. D'habitude, elle parle pendant une demi-heure de rien. Là, dès que j'ai prononcé le mot Capucine, sa voix a changé. Un blanc. Puis, « Romain, on en reparle quand je rentre. Là, je suis chez ta tante, je ne peux pas. » Elle a raccroché en moins de 2 minutes. Ma mère ne raccroche jamais en moins de 2 minutes. Le soir, à la clinique, j'ai craqué dans la salle de pause. Aurélien, mon collègue, m'écoutait en touillant son thé. Il a posé sa tasse et m'a dit simplement « Mon vieux, va à cette mairie demain, avant tout le reste. » Il avait raison. Mais il y avait autre chose qui me bouffait, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. L'impression que mon propre nom ne m'appartenait plus tout à fait. Je suis rentré à l'aube. Le paillasson n'était pas droit. Pas beaucoup, 2 cm peut-être, vers la gauche. Je suis resté planté devant la porte une bonne minute. À l'intérieur, dans le couloir, ça sentait le tabac froid. Personne ne fume chez nous. Personne n'a jamais fumé chez nous. Quelqu'un était passé pendant qu'il dormait ailleurs et avait pris le temps d'allumer une cigarette dans son entrée. L'après-midi même, je suis allé dans un magasin de bricolage. J'ai acheté une serrure neuve, un cylindre haute sécurité et une petite caméra connectée que j'ai planquée sur l'étagère au-dessus du porte-manteau, derrière un vase que ma mère n'avait pas dépoussiéré depuis 10 ans.
J'ai changé la serrure moi-même. J'ai gardé l'ancienne clé de secours dans ma poche et laissé le paillasson en place, vide. Je suis parti travailler à 19h avec une boule dans le ventre. Vers 3h du matin, entre deux patients, j'ai sorti mon téléphone dans le couloir et j'ai ouvert l'application. Mouvement détecté à 2h54. Un homme, manteau sombre, casquette. Il a tendu la main vers la porte avec une clé. La clé n'a pas fonctionné. Il s'est arrêté, a regardé la serrure pendant 3 ou 4 secondes, puis il a fait une chose qui m'a glacé. Il a tapé un code sur le boîtier de l'alarme depuis l'extérieur, en passant le bras par la chatière, comme s'il l'avait fait 100 fois. L'alarme n'a pas sonné. Il est entré quand même, par la porte de derrière. J'ai vu son ombre traverser le couloir. Il est resté dans le bureau de ma mère 8 minutes. Il est ressorti les mains vides, en apparence. Le visage jamais clairement de face. Je me suis assis par terre dans la salle de pause. Aurélien m'a trouvé là, blanc comme un mort. Je lui ai montré la vidéo. Il a juste dit « Police, tout de suite !» Mais d'abord, j'ai cherché. Sur les archives en ligne des actes d'état civil, j'ai fini par trouver mariage enregistré il y a 2 ans et acte de décès daté de 6 mois. Capucine M, 31 ans à son décès. Le nom de famille ne me disait rien. Le prénom, si. Quelque part, dans un service, une nuit. Une voix faible qui m'avait demandé un verre d'eau. Je n'arrivais plus à me souvenir de son visage. Mais je savais que je l'avais soigné. L'épouse qu'il n'avait jamais eue avait été l'espace d'une garde, sa patiente. Un commentaire faisait remarquer « Attends, une pension de réversion, ça se demande, ça ne tombe pas tout seul. Quelqu'un a déposé un dossier à ton nom avec des justificatifs. Vérifie qui est passé à la CARSAT. » Kali RDT a commenté « Je travaille en mairie, et pour qu'un mariage soit enregistré, il faut 2 signatures physiques devant l'officier d'état civil. Soit on a usurpé ton identité avec une fausse carte, soit quelqu'un à la mairie a couvert. » Et la réponse à cela était « J'ai eu la copie de l'acte hier après-midi. La signature ressemble à la mienne au point que j'ai dû la regarder 3 fois. La mairie, c'est celle d'un village à 40 km d'ici où j'ai jamais foutu les pieds. Je passe demain matin, je vous tiens au courant. » Un utilisateur nommé Tom Labrume a écrit « Le fait que ce soit une ancienne patiente me retourne. Quelqu'un connaissait ton planning de garde de cette nuit-là. Cherche du côté de la famille de la défunte. » 48 heures plus tard, Romain est revenu sur le fil avec une mise à jour qui a fait taire les habitués. Ce que ma mère gardait dans le tiroir du bas. Merci à tous, j'ai lu chaque commentaire. Je poste vite parce que la journée a été longue et que je dois encore appeler la gendarmerie ce soir. J'ai retrouvé Capucine. J'ai épluché mes anciens plannings 2 ans en arrière. Une nuit de novembre, en remplacement dans une unité de soins palliatifs à l'hôpital, une jeune femme de 29 ans à l'époque, cancer généralisé, plus rien à faire. Je me suis occupé d'elle une seule nuit, j'ai assuré la transmission au matin, j'ai signé les papiers de relève comme d'habitude, et j'ai oublié, parce que c'est ce qu'on fait pour tenir, on oublie. Quelqu'un a récupéré une de ces feuilles signées, probablement dans une poubelle de service ou via un dossier qui a traîné. Avec ma signature scannée et un peu de patience, on peut reproduire un acte. Le reste, c'est juste de la paperasse. Une fausse carte d'identité à mon nom, un témoin complice, une mairie de village où l'officier d'état civil regarde à peine. Mariage validé. 2 ans plus tard, décès naturel de l'épouse fictive. Pension de réversion pour le veuf. Sauf que le veuf, ce n'était pas moi. C'était un homme qui voulait devenir, sur le papier, mon beau-frère endeuillé. Quelqu'un d'autorisé à venir chez moi, à régler des affaires de famille, à toucher de l'argent à mon nom, à exister à côté de ma vie comme une ombre légale. Je suis rentré ce matin avant ma mère. J'ai vidé son buffet, le grand, dans le salon. Tiroir du bas, sous la nappe pliée de Noël, une pile de courriers. Tous ouverts, tous à mon nom. CARSAT, impôts, banque que je n'ai jamais ouverte, un huissier. Daté sur plus de 6 mois. Certains avec des annotations au crayon de la main de ma mère. Elle savait. Depuis le début, elle savait. Et l'odeur de tabac froid dans le couloir avait soudain un visage que sa mère connaissait déjà. Un utilisateur nommé Noctambule a écrit « OP, poste vite la suite, j'ai besoin de savoir si tu as ouvert le tiroir. » Un commentaire populaire dit « Demande à ta mère ce qu'elle sait,
Sérieusement, les mères savent toujours plus qu'elles ne disent. Un commentaire populaire dit « plus 10 000 ». Une clé tiède sous le paillasson dans une maison où il vit avec sa mère et elle ne remarque rien. Soit elle est complice malgré elle, soit elle protège quelqu'un. Faut creuser de ce côté avant la police. Le dernier billet de Romain est arrivé sans titre, sans préambule, juste un texte écrit d'un seul jet. Ma mère est rentrée de Troyes le lendemain matin. Les courriers étaient étalés sur la table de la cuisine, en éventail, comme un jeu de cartes. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré tout de suite. Elle s'est assise et elle a dit « Je savais qu'on en arriverait là. » Il s'appelle Gaspard. Il est venu sonner chez nous il y a presque 7 mois, en plein après-midi, pendant que je dormais à l'étage après ma garde. Costume sombre, voix douce. Il s'est présenté comme le frère de Capucine. Il a dit à ma mère que sa sœur était morte d'un cancer et qu'elle avait souvent parlé d'un jeune infirmier qui s'était occupé d'elle une nuit avec beaucoup de douceur. Il voulait juste comprendre ces derniers instants. Ma mère l'a fait entrer. Elle lui a servi un café. Elle ne m'a jamais réveillé. Il est revenu, plusieurs fois, toujours quand j'étais en garde ou en repos lourd. Il pleurait parfois. Il a fini par lui demander de garder pour elle, sans m'inquiéter, des courriers administratifs liés à des démarches de famille pour Capucine. Ma mère, qui a perdu un frère jeune, a vu en lui un fils en deuil. Elle a eu pitié. Puis quand les enveloppes ont commencé à arriver à mon nom, elle a eu peur, puis honte. Puis, elle s'est tue. La gendarmerie l'a arrêtée 3 jours plus tard, à la sortie de son travail. Les images de la caméra ont suffi à lancer la garde à vue. Gaspard n'est pas le frère de Capucine. Capucine n'avait pas de frère. Il l'avait croisé dans le même service, comme aide-soignante intérimaire, de nuit. Il a touché environ 11 000 € de pension à mon nom. Il avait ouvert un compte, une mutuelle, et commencé un dossier de logement social en se présentant comme mon beau-frère survivant. Il voulait, je crois, devenir quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était moi. J'ai quitté la maison de ma mère le soir même. Je dors chez Aurélien en attendant. Il m'a dit, en me tendant des draps propres, « Tu n'as pas perdu ton nom, tu l'as juste retrouvé. » Je crois que c'est la phrase la plus juste qu'on médite depuis 3 semaines. L'un d'eux, sauf insomnia, a dit « Mon père est notaire, va demander une copie intégrale de ton acte de naissance avec mention marginale. Si t'es vraiment marié sur le papier, ce sera écrit dessus. » Un utilisateur nommé Elia Corbeau a écrit « Ça ressemble pas à un harceleur lambda. 2 ans de préparation administrative, c'est de l'obsession froide. Reste prudent. » Merci d'avoir veillé jusqu'au bout avec nous. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines nuits.